Donc, je suis Laurent Brett, je suis créateur de génériques de films et de séries basé à Paris. Et je vais vous parler un petit peu plus généralement du modèle français et de ses particularités. Pour commencer, je vous ai préparé un petit montage regroupant une bonne partie des génériques que j'ai pu réaliser depuis le 2002.
Merci beaucoup. Donc, comme vous avez pu le voir, je crée des choses très différentes en 3D, en tournage, motion, montage, anime tradi, des split screen, assez souvent d'ailleurs les split screen. Bref, tout ce que le générique permet de faire, et c'est d'ailleurs cela qui m'a attiré dans cette discipline. Alors ça vient du fait que je suis un touche-à-tout autodidacte qui vient des effets spéciaux avec une culture graphique. Alors ça vient du fait... Mes maîtres à penser ont toujours été Peter Saville et Vaughan Oliver, des directeurs artistiques de labels musicaux Factory et 4AD, qui m'ont donné goût au graphisme dès l'adolescence, époque où je refaisais même des pochettes de disques à la main, puisqu'il n'y avait pas encore d'ordinateur personnel. Après des études en communication plutôt générale, j'ai débuté comme assistant superviseur de post-production sur des clips et des publicités pour des réalisateurs assez connus comme Jean-Baptiste Mondino, Stéphane Sednaoui. Et j'ai tout de suite côtoyé les meilleures équipes de truquistes chez Buff, MacGuff, Micros et Durand-Dubois. Et j'ai pu superviser ce genre de film que peut-être certains ont déjà vu. Par passion, j'ai très vite appris à manipuler tous les appareils de trucage qu'on pouvait trouver à l'époque, en partie l'Editbox dont on a entendu parler tout à l'heure. Et j'ai vu l'arrivée de l'Avid, qui était pour moi un outil que j'ai vu vraiment avec un gros potentiel. Et au cours de mes freelances, juste après quand j'ai quitté Bandit, j'ai beaucoup travaillé avec Florent Siri sur tous ses clips. Et lorsqu'il a réalisé son deuxième film, Need Gap, il m'a demandé de superviser les effets spéciaux et de créer une séquence d'introduction pour son film. Et ça a été pour moi le début, une introduction dans le monde du générique. Alors c'était au début d'After Effects. J'ai commencé en fait à cette époque-là à voir le potentiel d'After Effects. Et j'ai commencé à faire des petites séquences graphiques pour le film sur un tout petit iBook à l'époque. C'était vraiment le début d'After dans un contexte professionnel. J'ai intégré l'équipe d'une petite structure qui s'appelait Specimen, où j'ai fait le générique de La Beuse, qui a beaucoup marqué à l'époque. Et au sein de cette équipe de Specimen, Florent Siri m'a recontacté un tout petit peu plus tard parce qu'il a été remarqué par quelqu'un d'assez connu qui s'appelle Bruce Willis pour faire son film Otage, où on lui a demandé, comme il avait été remarqué en fait pour son film Need Gap par Bruce Willis, on lui a demandé en fait, on lui a fait confiance et permis de reprendre toute son équipe de Need Gap pour pouvoir faire Otage. Donc évidemment, il m'a permis d'intégrer cette équipe et j'ai pu proposer un générique assez élaboré. Et c'était la première fois en fait que je pouvais proposer un très très gros générique. Donc je suis parti à Los Angeles pour tourner tous les éléments dont j'avais besoin. Mais malgré tout, ce générique, j'ai pu le faire à Paris avec une toute petite équipe. On était 4 ou 5 à pouvoir faire ce gros film. Alors j'ai réalisé malgré tout le générique, fait le compositing et l'étalonnage quasiment tout seul, sur After Effects, comme d'habitude. Malgré que ce soit... ça peut paraître étonnant quand même pour un gros film comme ça, mais... voilà, c'est un peu tout le concept de mon exposé, c'est l'artisanat jusqu'au bout.
D'ailleurs, les deux génériques, La Beuse et Otage, ont été très remarqués. Ils font partie du livre Uncredited. Et aujourd'hui, j'ai fait près de 52 génériques et j'ai jamais retrouvé en fait les conditions de travail idéales que j'ai pu connaître sur Otage. Après ça c'est, je pensais qu'une carrière internationale allait peut-être se lancer, mais il ne s'est pas passé grand-chose en fait, du moins aux États-Unis. Mais ça m'a quand même permis d'installer une vraie notoriété en France. Et j'ai pu tout de suite faire le générique des Chevaliers du Ciel, qui a été assez remarqué également. Et en rencontrant les producteurs de Mandarin Cinéma à l'époque, j'ai pu faire le générique d'OSS et de rencontrer ainsi Michel Zanavicius. Ça, c'est des planches que j'avais pu proposer à Michel quand on s'est rencontrés. Donc c'est les premières planches de style que j'ai pu lui proposer pour le film. J'avais juste vu le film qui était en cours de montage. Alors bien sûr, il m'avait parlé de références évidentes comme Saul Bass. Moi, je l'avais emmené un peu plus vers des références vers Maurice Binder. Et on a fait une fusion un peu de nos deux univers pour pouvoir faire évoluer le générique vers ce que vous connaissez tous, je pense. C'est à ce moment-là en fait que le générique est devenu une évidence pour moi, parce que j'y ai vraiment trouvé la fusion de tout ce qui me passionnait, les VFX, la typo, le montage, pour y raconter des histoires au service des réalisateurs. J'ai donc lentement quitté toutes mes autres occupations que je pouvais faire dans le clip, la pub, et des occupations que j'avais aussi un peu chez Ubisoft à l'époque, où je faisais un peu du motion design et de la direction artistique. Voilà. Alors après cette introduction sur mon parcours, je vais un peu vous parler de ce que je qualifie d'artisanat français, car je vois dans le monde de la création du générique vraiment ce que j'appellerais un regroupement d'artisans, en précisant que un peu tout ce que vous avez vu dans ma bande démo depuis tout à l'heure, ça a été fait en général soit tout seul ou à 3 ou 4 personnes, et toujours finalisé sur After Effects. D'une part parce que j'aime bien faire un peu moi-même les choses, et puis également parce que on n'a pas vraiment des budgets qui nous permettent de pouvoir partir dans des grosses productions, mais j'ai constaté qu'en Angleterre c'était un petit peu la même chose. Le problème qu'on a, je pense, en France particulièrement, c'est que les films, les génériques sont souvent budgétés comme des prestations techniques et rarement comme des créations artistiques, aussi bizarrement que ça puisse paraître. Et j'aime bien dire qu'en proportion, les minutes de pure création que je fabrique sont un peu les moins chères du cinéma en rapport aux sommes qui sont investies dans les films au final. En fait, les génériques français sont souvent décidés très tardivement dans la chaîne de production du film. Il y a pratiquement 50% des films sur lesquels je travaille qui sont des projets où on me contacte en milieu ou en fin de montage. Et c'est souvent pour résoudre en fait des problématiques. J'entends par là que souvent en fait, par rapport au scénario, c'est un peu dans la salle de montage qu'il y a des changements, des manipulations qui font que l'idée du générique apparaît pour le réalisateur, le monteur ou le producteur suite à des changements.
Et souvent, on pense à faire un générique à ce moment-là, et c'est là que moi ou les autres créateurs sont contactés. Alors on se rend compte que le générique pourrait résoudre des problèmes de narration, de structure, de style. Je pourrais citer par exemple Potiche, où en fait l'idée de créer un générique comme ça vient un peu d'un constat que pour gagner un petit peu de temps, on se dit, enfin, on me demande de conceptualiser quelque chose qui fait que, en amenant cette idée de split screen, de typographie forcément marquée années 70, on va permettre d'éviter de mettre une grosse date au départ pour marquer franchement que pour être moins lourd au départ, quoi. L'exemple des Reines du Ring, par exemple, c'est un générique qui, au début, quand on m'a contacté au moment de l'écriture du film, je devais faire un générique pour la fin du film, un générique élaboré. Et en fait, toute la première scène du film a entièrement sauté. Et je devais faire juste une belle typo au départ. Et d'un coup, le film se retrouvait démarrant par la deuxième scène. Alors, toutes mes idées de la fin sont parties pour essayer de reconceptualiser quelque chose qui devait faire démarrer le film un peu différemment. Donc après, il a fallu reconceptualiser une nouvelle idée pour faire un générique de fin. Bon. Tout ça avec le même budget, bien évidemment. Ça, c'est... Alors le truc, c'est qu'effectivement, souvent, le diagnostic, il est tardif et ça nous oblige à travailler un peu rapidement et en plus avec des budgets qui sont un peu les restes de ce qui n'a pas été dépensé pendant toute la chaîne de production. Alors déjà que sur les effets spéciaux, c'est déjà un peu compliqué d'avoir de l'argent pour faire les effets. Alors pour les génériques, c'est encore un peu plus compliqué. L'opportunité que j'ai, en fait, pour essayer de dégager un peu plus de champ d'action, c'est souvent d'avoir sympathisé avec les réalisateurs sur le premier film pour que quand on se retrouve sur une deuxième collaboration, qu'on puisse anticiper un peu les choses. Et en fait, c'est ce qui se passe, par exemple, c'est ce qui s'est passé sur Otage, parce qu'on ne peut pas conceptualiser un générique comme Otage si on n'a pas été impliqué dès le départ, au moment de l'écriture du scénario. C'est pas une fois que le film il est tourné qu'on peut imaginer une telle séquence, parce que forcément, il fallait aller sur le tournage, il fallait penser des choses en amont. Donc, il y a plein d'idées où on a besoin d'être là dès le départ. Et en France, c'est un peu compliqué quand même d'être aussi impliqué que ça. Alors bien sûr, il y a mes collaborations avec Michel Hazanavicius, où là maintenant on est suffisamment liés pour qu'on ait une vraie collaboration qui fonctionne. Je dirais que je parle en mon nom, mais je peux quand même un peu parler aussi pour les autres créateurs de génériques, parce qu'en fait on se connaît un peu tous. Les créateurs de génériques français sont quasiment tous logés à la même enseigne. Ce sont tous des freelances, graphistes ou réalisateurs, qui s'appuient sur des structures de post-production pour créer leur générique. Alors les structures qui les hébergent, on va dire, sont plus des sociétés de post-production qui comment dire, qui créent de l'image de marque plutôt que des profits, c'est-à-dire qui les aident à fabriquer des belles choses pour leur bande démo plutôt que qui cherchent à gagner de l'argent. Alors dans les autres graphistes, je citerai évidemment Olivier Marchesi, Les Moustaches ou Batmanu, qui sont des graphistes qui créent de très belles choses, mais qui ne se consacrent pas uniquement à la création de génériques, parce que ça demande énormément d'investissement de temps, parce qu'on a beaucoup de retake.
et que les budgets qu'on nous propose sont forcément pas assez conséquents pour éponger le temps qu'on y passe, quoi. Donc il y a beaucoup de graphistes qui font d'autres choses en parallèle que la création de générique, quoi. Donc on se connaît à peu près tous, et il y a une association qui s'appelle We Love Your Name, donc je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont entendu parler, qui a été créée par Laure Chapalin, donc qui est la présidente, qui est une professeure au Gobelin à l'école de l'image. Alors, je vous invite à aller sur ce site qui est plein d'informations. Il y a plein d'actualités et des interviews de créateurs. Il y a de très belles interviews de Pablo Ferro récemment, qui est quand même un des derniers grands créateurs qui est encore parmi nous, qui peut témoigner de l'histoire du générique. Et il y a un outil très pratique qui s'appelle le mur du générique, dans lequel on peut retrouver beaucoup de génériques à visionner, qui est quand même une très belle banque de données pour voir un peu tout ce qui se fait. Et, alors, voilà. Alors, par le biais de cette association, nous essayons d'apporter un peu la reconnaissance à ceux qui créent ces séquences depuis l'origine du cinéma. Ils ont d'ailleurs créé cette année un prix nommé la Rosalie pour le meilleur générique, qui était un peu en parallèle de la cérémonie des Césars. J'ai été nominé pour le générique de Dans la maison de François Ozon. Et aujourd'hui, je remercie et je suis fier aussi de participer au NIF, qui s'inscrit dans cette démarche de reconnaissance un peu du générique. Et honnêtement, j'espère qu'il y aura un jour un prix du générique remis dans le cadre des festivals du cinéma, parce que je pense que toutes les créations qui sont faites partout dans le monde méritent quand même qu'on les récompense un petit peu quand même, quoi. Il y a un sujet aussi en France qui nous préoccupe un petit peu. C'est les affiches et bandes annonces des films, parce qu'elles sont souvent produites par les distributeurs et elles sont plus du tout considérées en fait comme des extensions du graphisme du film. C'est devenu aujourd'hui vraiment un support de communication marketing qui respecte plus du tout les codes graphiques qu'on met en place dans les films. Et ça, je trouve ça assez regrettable, parce que je trouve que on a vraiment un appauvrissement du graphisme autour des affiches de films qui sont aujourd'hui, il n'y a pas une comédie française sans qu'on ait un fond blanc derrière pour bien faire comprendre que c'est une comédie. Donc je pense qu'on prend vraiment le public pour des imbéciles. Et nous qui créons des génériques, on est les premiers directeurs artistiques à essayer de faire des choses cohérentes, à fabriquer des logos, et tout ça, ça disparaît allègrement au profit de bandes annonces faites avec des plugins de trapcode vite fait, des montages faussement à l'américaine, et tout ça pour vendre des films. Donc c'est un peu regrettable, parce que voilà, à l'époque, il y avait quand même des gens comme Saul Bass qui ont inventé quand même des choses. Ils étaient en charge de la communication globale des films, ils créaient des affiches, ils créaient des génériques. Et aujourd'hui, voilà, il y a encore les jaquettes des DVD qui contiennent leurs affiches pour la promotion de ces films. Et voilà, ça faisait des choses cohérentes. Et voilà, il y a encore... on ne peut pas oublier que The Man with Golden Arm ou West Side Story, c'est du graphisme qui a été fait par lui, par exemple, quoi. Voilà, tout ça, c'est des choses qui ont marqué, quoi. Alors mes influences, c'est forcément ces gens-là. C'est un peu, je ne vais pas dire que c'est facile, mais voilà, c'est des gens qu'on ne peut pas oublier de citer. Parce que Pablo Ferro
où Maurice Binder, ils ont quand même une contribution énorme dans le graphisme du cinéma. Et moi qui suis quand même assez reconnu pour ma contribution dans le split screen français, je ne peux pas ne pas citer Pablo Ferro. Hein. Voilà. Alors, pardon. Donc il y a quand même quelques années, j'ai fait vraiment un pari qui était un peu d'évangéliser le cinéma français en essayant de faire prendre conscience aux producteurs et réalisateurs que les génériques avaient une importance autre que décorative. Parce que j'entendais quand même beaucoup d'arguments un peu comme ça, que tout compte fait c'était un peu juste un petit emballage pour démarrer les films. Donc, de la part des producteurs en tout cas. Et aujourd'hui, j'ai quand même la chance d'être appelé par des réalisateurs ou des monteurs qui sont vraiment en demande de création. Et c'est vraiment un plaisir, quel que soit le sujet du film, de comprendre l'ambition des réalisateurs et de transposer leurs idées en graphisme. Et aujourd'hui, c'est assez étonnant, mais je suis le seul Français qui fait que du générique depuis 5 ans, tous les jours. Je viens tout juste de créer la première structure française uniquement dédiée au générique et à la création artistique de séquences graphiques dans les films, qui s'appelle Brett et compagnie. Alors Brett, c'est moi, et puis la compagnie, c'est plusieurs graphistes qui travaillent avec moi au coup par coup selon les projets qui sont un peu qui se décident, que je peux concevoir, parce que bien sûr je peux pas tout faire tout seul, et puis il y a forcément des styles de graphisme qui font que j'ai besoin de m'entourer de créatifs un peu différents. Mais voilà, quand il y a encore un an, la création de ma société, c'est vraiment tout récent, ça il y a juste quelques mois, et il y a encore un an, je pensais même pas que j'arriverais à créer ça, parce que voilà, aux États-Unis, on a quand même pas mal de structures connues qui vivent de ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de films et beaucoup de budgets qui permettent de le faire. Mais en France, c'était pas un pari gagné. Alors, j'espère que ça fonctionnera. On verra. Mais le créneau que j'essaye de développer se base vraiment autour du graphisme dans les films comme un complément au générique. C'est ce que j'ai fait pour The Artist, pour OSS Rio ou pour Star 80 par exemple, mais en freelance à l'époque. Alors voilà, sur OSS Rio, voilà, j'ai quand même fait à moi tout seul toutes les séquences de split screen que j'ai montées et designées. Alors ça représentait quand même une masse de travail assez colossale. Ça représente quasiment 9 minutes du film. Ce qui n'était pas évident, et que au début où Michel Hazanavicius a eu envie de me confier ça, je vous dirais même que les producteurs en étaient assez surpris, parce que j'avais juste fait le générique du premier OSS, et c'est même une démarche que les producteurs comprenaient pas trop, parce que pour eux c'était un travail qui devait être fait par le monteur et la société de post-production. Donc confier ça à un graphiste qui fait des génériques, c'était quelque chose d'assez qui n'était pas naturel, Mais à partir de ça, j'ai obtenu à leurs yeux un espèce de crédit artistique très vraiment différent. Et à leurs yeux, ça a vraiment changé leur regard, en fait. Je ne sais pas si vous avez vu Star 80, qui est pas un film très très prestigieux, mais du moins en termes scénaristiques. Mais c'est vrai que j'ai eu le même genre de rôle où j'ai fait énormément de trucage à moi tout seul. J'ai conçu plein de séquences où on me disait il faut faire
il faut montrer le succès qui grandit, des tournées qui marchent bien. Donc, on m'a vraiment livré des morceaux de film où il y avait des trous noirs au milieu avec marqué genre là, le succès arrive, là, voilà. Donc, après, il faut trouver des idées, récupérer des rushs par-ci par-là et conceptualiser des choses. Donc, c'est vraiment des missions qui sont qui sont passionnantes, mais qui sont il y a un peu la pression quand même, quoi. Mais on est un peu tout seul devant sa feuille blanche, comme on disait tout à l'heure, avec effectivement, voilà, faut se débrouiller. Mais on a quand même c'est quand même des missions où il y a un vrai rapport direct avec le réalisateur qui est assez différent des missions qui peuvent être confiées à des sociétés de post-production. Et c'est ça qui est assez intéressant dans ce rôle que moi je peux avoir à traiter avec justement les réalisateurs, les monteurs, dans cette proximité de travail en fait. Donc par exemple, si on prend The Artist, aussi étonnant soit-il, là j'ai fait un petit split screen de tout ce que j'ai pu faire dedans. Et quand au générique de fin de The Artist, je suis juste crédité au Visual FX. Et en fait, voilà, je vous ai préparé une petite compilation de tout ce que j'ai fait dedans, un peu en accéléré parce que sinon ça ferait un peu long. Mais donc en gros, j'ai fait le générique, j'ai fait tous les cartons en français, en anglais. J'ai monté, designé la scène où Georges réalise son film, donc en haut à droite, qui est un split screen un peu sophistiqué. J'ai monté, designé, fait le compositing de la scène de l'ascension de Pépi. J'ai créé tous les journaux numériques. Donc voilà, tout ça, ça fait un peu du boulot. Voilà, toutes les affiches, il y avait quelques affiches qui avaient été faites par l'américain qui avait fait la production design là-bas, mais il y en a d'autres qu'on a refait en France. Tout ça, c'est animé sur After à la clé. D'abord, je les avais toutes imprimées, toutes refaites dans Photoshop et réanimées après. Donc voilà, c'est quand même, par exemple, dans le cadre de l'artisanat, quand on se dit qu'il y a pas loin de tout cumuler un bon quart d'heure du film qui a été fait sur mon Mac chez moi dans mon bureau pour un film qui a eu autant de prix et qui a fait le tour de la planète, c'est quand même amusant, hein, je trouve. Voilà. Je dis pas ça pour comme jette des fleurs, hein, mais c'est vrai que voilà, c'est plus pour l'anecdote. En gros, les génériques, en fait, en France, alors je sais pas ailleurs trop comment ça se passe, mais ils sont quand c'est simple, c'est en gros fabriqué par les sociétés qui font souvent les effets spéciaux des films. Et puis quand ça dépasse un petit peu je ne vais pas dire leurs compétences, mais quand les réalisateurs commencent à leur demander des trucs un petit peu trop particuliers, tout de suite c'est confié à des créateurs comme moi ou les autres personnes que j'ai pu vous citer avant. Parce que voilà, ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec des problématiques qui vont dépasser leur capacité de travail, souvent. Donc par exemple, quand je propose des concepts comme des petits films comme Il reste du jambon, par exemple, quand j'avais rencontré Anne de Petrini, la référence qu'elle m'avait annoncée d'entrée, c'était qu'elle avait aucune idée particulière, si ce n'est qu'elle adorait le générique de Napoléon Dynamite. Donc voilà, après,
moi, j'ai rebondi tout de suite en lui proposant de faire un split screen mélangeant, enfin, pouvant présenter tous les caractères des deux personnages, enfin des personnages du film, avec bien sûr les comment dire, de jouer avec les produits détournés avec les noms des comédiens. Et je vous ai préparé. Alors à l'époque, c'était quand même un peu rustique le tournage, puisque j'ai tourné chez moi et chez ma post-productrice. Donc, voilà, c'est l'artisanat. Voilà l'artisanat. Hein, donc c'est tourné au 5D. Voilà, je vous laisse voir un peu les tournages un peu rock'n'roll. Et après, je vais vous montrer deux petits making-of que je vous ai préparés pour Philibert et les Seigneurs. Parce que c'est deux génériques en fait. C'est plutôt les génériques sur lesquels j'ai fait des petits tournages que j'avais envie de vous présenter, parce que plus que des choses avec de la post-production, parce que je trouve que c'est des génériques qui sont amusants à préparer et qui, pour moi, présentent beaucoup plus de contraintes à mettre en place. Déjà, Philibert, pour moi, c'était une aventure toute particulière et qui s'est soldée par une très très grande frustration, parce que quand je l'ai montré à tout le monde m'a dit ah, la 3D elle est formidable. Et vu le temps que j'ai passé à tout fabriquer en vrai, pour moi ça a été la plus grande déception de ma vie. Donc voilà, j'ai eu besoin de vous préparer un petit montage de tout ce qu'on a eu besoin de fabriquer pour que ce générique existe, parce que voilà, c'était un vrai livre qu'on a fait à la main, avec du vrai cuir, avec des vrais typos, qu'on a tout peint à la main, des alphabets. Mais voilà, je vous montre si... entièrement à la main par un ami graphiste. Moi j'ai mélangé 4 typos que j'ai retravaillés, tout a été peint à la main, on a rescanné toutes les typos, on a recomposité après toutes les planches, on a réimprimé sur des papiers qu'on a testé au gramme près pour que ce soit formidable quand on tournerait les pages, et après toutes les illustrations ont été repeintes sur les planches imprimées. On a réassemblé après notre livre. On s'est tourné comme d'habitude à la route sur notre petit plateau au 5D. Tourné en plan séquence. Voilà. Donc voilà, c'est le moniteur posé sur une vieille chaise. Donc voilà, j'avais besoin de vous montrer ça. Alors c'est vrai que je suis tellement habitué à faire des trucs un peu comme ça quand on fait des tournages un peu à la route, parce que là récemment je voyais le making-of du tournage du générique de Skyfall, et d'un coup quand on voit des trucs comme ça je me dis ah mais c'est vrai qu'on des fois il y a des gens qui ont les moyens de faire des trucs de fou, et on se dit ah bah oui, mais on n'est pas obligé de travailler comme ça alors en fait. Mais bon, peut-être qu'un jour on aura les moyens de tourner autrement que comme ça. Alors, par exemple, le générique des Seigneurs, quand Olivier Dahan m'a parlé de son projet, il était en train de monter son film donc, sur le football,
moi, tout de suite, ça n'a fait qu'un tour dans ma tête. Je me suis dit, ah bon sang, moi j'ai encore des vieux albums Panini de collection de foot. Je vais lui proposer de faire un album. Donc j'ai ressorti mon vieil album que j'avais encore d'Argentina 78. Je me suis dit, je vais aller lui montrer ça. J'ai été voir le monteur un jour où il n'était pas là. J'ai récupéré quelques images du film. J'ai imprimé vite fait un soir des fausses vignettes. J'ai fait une maquette au 5D posée entre mes jambes sur un album de foot que j'avais acheté sur eBay. Et je lui ai fait une maquette en une soirée et je lui ai présenté tout ça le lendemain. Everybody's got to live together. All the people got to understand. So love your neighbor like you love your brother. Come on and join the band. Well, all you need is love and understanding. Ring the bell and let the people know we're so happy and we're celebrating. Come on and let your feelings show. 'Cause love is all. Well, love is all. Et ça, c'est ma fille, qui a donc fait le générique au final. Love is all you need. Love is all you need. At the butterfly ball. Elle prend son travail très au sérieux. Donc voilà, alors les albums, on en a fait quelques-uns. We're all together. Hit the ball in nature's countryside. And although we're wearing different faces, nobody wants to hide. Alors, on a une petite partie d'éléments sur fond vert pour pouvoir après rajouter des petits inserts. Alors, j'ai la main trempée, de lui poser les bras sur des bras magiques, bien sûr. Je suis hyper indigne. Voilà. Alors la plupart des génériques en motion design, bien sûr, la plupart je les avais fait, je les faisais tout seul chez moi. Et puis après, tout ce qui est un peu, tout ce qui nécessite du plateau ou de la 3D, j'ai fait ça très longtemps au studio Sabotage, qui m'a accueilli pendant de nombreuses années et que je remercierai jamais assez. Là maintenant, je prends mon indépendance. Mais je vais continuer quand même à travailler avec eux parce que voilà, c'est quand même une très très bonne équipe. Et voilà, je pense que pour conclure, je dirais que je pense que la France est loin d'être un marché comme celui des États-Unis parce que les films sont très différents. Et de plus, sans parler de chiffres précis, je pense que en gros, on travaille avec des budgets qui sont quand même, à mon avis, 10 fois moins gros que les budgets américains. Hein. Enfin, pour le souvenir que j'ai du budget que j'ai eu avec Otage et de ce que les budgets que je travaille aujourd'hui sur les films que je fais, le rapport il est à peu près comme ça, voire même moins. Mais bon, voilà, c'est l'amour de l'art et puis c'est quand même c'est peut-être le prix de l'indépendance, quoi, parce que quand j'ai lâché le clip et la pub, c'était parce que j'en pouvais plus qu'on me dise de décaler les typos de 3 pixels à gauche et de 4 pixels à droite, et ça plusieurs jours de suite. Donc aujourd'hui, je trouve que dans le générique, on est quand même... je pense qu'on fait quand même partie d'une aventure cinématographique qui est quand même assez épanouissante. Donc, je ne sais pas si c'est ça la contrepartie, mais en tout cas, voilà, moi je travaille qu'avec des gens que je trouve assez respectueux de ce que je fais et on a des vrais échanges créatifs. En tout cas, les gens qui viennent me voir, c'est parce qu'ils ont envie que je fasse des choses intéressantes avec eux et en général, ça se passe plutôt bien, même si
j'ai quand même l'impression qu'il y a des petites dérives qui commencent à arriver parce qu'il y a de plus en plus de films de producteurs, entre guillemets, dans la comédie en tout cas, où je sens que ça commence un petit peu à évoluer avec des films de commande et des producteurs qui prennent un petit peu le pas sur des ambitions de réalisateurs, mais je compte sur les réalisateurs pour se rebeller un peu et reprendre le dessus, j'espère. L'avantage, je pense que en France, quand même, c'est que moi je trouve qu'on peut changer un peu de poste très facilement, c'est-à-dire que moi on peut être un peu monteur un jour, graphiste le lendemain, directeur artistique, et on est assez libre dans la création. Les interlocuteurs que j'ai, c'est vrai que c'est les monteurs, les réalisateurs, c'est souvent les monteurs en fait qui me recommandent, parce que c'est un réalisateur, ça fait un film tous les 2-3 ans, alors que les monteurs, ils enchaînent 2 à 3 films par an. Donc c'est les monteurs, les post-producteurs qui, eux, sont un peu mes contacts privilégiés et qui me permettent en permanence de rencontrer des nouveaux réalisateurs. Et les producteurs sont assez peu intrusifs en fait dans le processus de création. Alors quand j'ai fait Otage aux États-Unis, c'est vrai qu'on m'a donné, je ne vais pas dire que c'était le tapis rouge, mais c'était un processus de création super agréable. Quand je suis arrivé là-bas, j'avais un photographe pour prendre les photos avec moi. Enfin, il n'était pas question que je touche à un seul truc. Il y avait toujours quelqu'un pour faire les choses à ma place. C'était très, très confortable pour travailler, mais en même temps, j'ai senti qu'il y avait une très grande sectarisation des postes. Et je suis pas sûr que des films comme The Artist ou OSS Rio, s'ils avaient été vraiment produits aux États-Unis, j'aurais pu débarquer comme ça, juste par la demande du réalisateur, et me retrouver monteur, designer, et puis pouvoir faire un peu mon truc comme ça. Je pense que c'est tellement syndiqué et compartimenté que j'aurais forcément eu quelqu'un qui serait venu me voir à un moment en me demandant si j'étais bien à ma place, quoi. Alors, je trouve qu'on parle un peu souvent de la French Touch, un peu comme un effet de style. Moi, je qualifierais un peu ça comme une espèce d'aptitude un peu quand même à trouver des solutions techniques et artistiques efficaces pour rester créatif dans la contrainte technique et financière. Il ne faut pas que ça se généralise trop quand même, parce que c'est vrai que tourner au 5D, c'est sympa, ça permet de faire plein de trucs, mais si on pouvait tourner de temps en temps avec des caméras un peu plus confortables et passer moins de temps à rattraper après les problèmes du H264, je pense ce serait plus confortable, hein. Mais donc pour ça, il faudrait qu'on ait des budgets un petit peu plus conséquents. Mais bon, voilà, on fait avec ce qu'on nous donne aussi, mais voilà. Alors, en conclusion, moi je suis complètement quand même, je vais pas faire celui qui se plaint, J'espère que c'est pas ça qui se transparaît de ce que je peux dire, parce que je suis vraiment assez épanoui dans la relation de création que j'ai avec les gens avec qui je travaille et avec les projets que je conçois. C'est vrai que voilà, la seule frustration que je peux avoir, c'est sur le temps qui nous est donné pour et réfléchir et créer. Parce que récemment j'ai travaillé sur le film Joséphine. J'étais en train de finir les effets spéciaux de séquences de transition que je faisais dedans. Les affiches, elles étaient déjà dans la rue, quoi. Pour vous dire la pression qu'on a sur le dos, parce que juste le film avait été complètement remonté. Enfin, c'est des situations quand même qui sont assez folles aujourd'hui, quoi. C'est pas un cas à part. Donc il y a quand même des situations aujourd'hui qui sont pas très agréables en termes de conditions de travail, quoi.
Donc un peu plus de temps, un petit peu plus de moyens, et puis on sera très heureux de continuer à faire notre métier, quoi. Mais c'est la post-production en général, hein, c'est pas, je pense, que le générique. Voilà. Donc vive l'artisanat, hein, et allons-y. Voilà.